Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire LIMS versus ELN. Quelle solution choisir pour votre laboratoire? Donc, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes experts dans l'accompagnement des laboratoires pour la digitalisation de leur activité. Et on a très souvent la question de nos clients, un LIMS, un ELN, des solutions hybrides, que choisir? Nos clients s'y perdent parfois un petit peu entre toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. Donc, le but de ce webinaire, eh bien, c'est de comprendre ce que sont les LIMS, ce que sont les ELN, est-ce qu'il existe des solutions hybrides et quelles solutions choisir en fonction de votre activité. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour ce webinaire, je suis accompagné donc de Benjamin Jacot, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis un des cofondateurs de la société Kili. Donc nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des structures de recherche et développement dans leur digitalisation pour leur permettre de profiter du capital savoir et donc de gagner en efficience autour des activités de R&D. Et j'ai un background de plutôt biotech, chimie, pharma, dans lequel j'ai passé une dizaine d'années et pour lesquels j'ai eu l'opportunité justement de mener des projets de digitalisation et dans lesquels je vais vous partager pas mal d'éléments aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin. Et donc, moi, je suis Vincent Écolan, responsable de l'offre Labs, donc dédiée à la digitalisation des laboratoires chez Rhythm. Et donc, voilà, Rhythm, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est partenaire stratégique des équipes de recherche des laboratoires en général depuis une trentaine d'années et aujourd'hui spécialisé en particulier dans la digitalisation des laboratoires. Donc, le sommaire de ce webinaire, voilà, qui va durer un peu moins d'une petite demi-heure. L'idée, c'est rapidement de revoir ensemble quels sont aujourd'hui les grands enjeux de la digitalisation, d'aborder donc les LIMS et les ELN, quelles sont les différences entre ces outils, qu'est-ce qui les caractérise, mais de voir également la transversalité et la complémentarité entre ces outils. Puis ensuite, Benjamin nous parlera d'enjeux et de cas concrets en laboratoire pour plonger un petit peu voilà, dans le concret. Puis enfin, on aura un jeu de questions-réponses, on répondra à toutes vos questions. Donc, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, normalement, mon collaborateur a déjà écrit dans le chat, vous pouvez déjà voir ces messages, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau ou les poser à la fin et on se fera une joie d'y répondre. Donc, vos micros sont normalement tous coupés, voilà, pour le confort de tous et l'idée, c'est qu'on réponde à la fin à vos questions. Alors, rapidement, on va commencer par les grands enjeux de la digitalisation pour comprendre aujourd'hui pourquoi un laboratoire va chercher, dans la plupart des cas, doit chercher à bien se digitaliser. Les enjeux, ils sont simples et ils sont logiques. C'est d'une part l'efficacité, à mettre en place un logiciel pour gérer ses activités en laboratoire, permet de structurer son activité et d'accéder beaucoup plus facilement à toutes les informations du laboratoire, de collaborer beaucoup plus facilement et beaucoup mieux, de pouvoir mieux gérer ses ressources et partager ces informations, de gagner en qualité et en sécurité. Mettre en place un outil permet donc de garantir la traçabilité et donc plus globalement de renforcer les processus qualité d'un laboratoire et, très important également, de garantir la pérennité et pérenniser son activité en pouvant archiver ses données. Donc ça, ce sont les enjeux actuels de la digitalisation. Pour la petite histoire, hein, les premiers outils de digitalisation sont arrivés dans les années 70-80, au départ plutôt liés à la production. Donc, on avait des enjeux de pouvoir tracer les informations et les données liées à la production, avec les premiers LIMS qui sont arrivés dans les laboratoires, qui étaient à l'époque des outils très rigides, très peu connectés, peu adaptés aux utilisateurs et aux opérationnels. Et petit à petit, sont arrivés des outils plus fluides, est arrivé le cahier de laboratoire électronique, donc l'ELN, parce que pour rappel, on a le LIMS, qui est le Laboratory Information Management System, et l'ELN, Electronic Lab Notebook. Donc, on va y revenir plus en détail. Mais cette ELN, le cahier de laboratoire électronique, est arrivé un petit peu après, et pour les analystes au sein des laboratoires d'analyse, et à la paillasse en R&D. Et petit à petit, ces outils ont été amenés à évoluer. Et aujourd'hui, on retrouve ces deux solutions, ainsi que des solutions hybrides. On va y revenir. Donc, avant de commencer, un petit sondage pour que vous puissiez nous partager, vous, voilà, quelles sont dans vos laboratoires vos façons de procéder. Normalement, le sondage doit apparaître à l'écran. Comment vous gérez actuellement vos données? Est-ce que vous avez en place un ELN, un cahier de laboratoire électronique? Est-ce que vous avez en place un LIMS, Laboratory Information Management System? Est-ce que vous avez des solutions hybrides peut-être? Ou est-ce que vous gérez ça toujours sur papier?
ou est-ce que vous avez d'autres solutions? Vraiment, vous pouvez y répondre en cochant directement voilà, une des réponses. On va laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez y répondre. Et normalement, voilà, les réponses vont arriver. Donc, on a alors, un très petit nombre, effectivement, qui ont un ELN ou un LIMS. On a un peu plus qui ont une solution hybride. C'est intéressant. La plupart sont sur papier. Bon, c'est peut-être la raison de votre présence à ce webinaire. Et on a également d'autres. Peut-être que dans les autres, on va retrouver une gestion via la suite Office. Ça arrive très souvent. Voilà. Ça, on pourra en parler à la fin. N'hésitez pas à partager dans le chat voilà, vos remarques et vos questions pour la fin du webinaire. OK, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que sont les LIMS? Que sont les ELN? Comment on les caractérise? Donc, on va commencer par les LIMS. Comme je l'indiquais en préambule, les LIMS sont des outils qui sont arrivés initialement plutôt sur la production et dans les laboratoires d'analyse et de contrôle qualité. L'objectif du LIMS, c'était de garantir une traçabilité et de pouvoir tracer l'ensemble des données liées à l'analyse des lots produits. Et donc, très souvent, permettait de gérer un volume très important d'échantillons à suivre. Et c'est toujours cela aujourd'hui qui caractérise ce qu'on appelle les LIMS. Ce sont des outils qui sont plutôt dédiés au workflow d'analyse. Donc, le principe d'un LIMS, alors bien évidemment, c'est un schéma. Il y a des solutions qui vont sortir plus ou moins de ce schéma, mais la plupart du temps, ce qu'on va retrouver dans un LIMS, c'est le suivi de l'échantillon et la gestion du workflow d'analyse. C'est vraiment ce qui le caractérise. Donc, les points qu'on retrouve quasiment dans tous les LIMS et qui font le squelette d'un LIMS, c'est la réception de l'échantillon, la planification des analyses, le suivi de ces analyses, la gestion de toutes les ressources qui vont être liées à ces analyses. Donc là, on parle des instruments, du parc analytique, mais également des produits utilisés. On peut également gérer les ressources humaines, la planification des ressources humaines, des analystes, etc. Pour, à la fin, pouvoir éditer un rapport, un certificat d'analyse. Voilà, c'est vraiment le squelette qu'on va retrouver dans un LIMS. Et donc, les caractéristiques d'un LIMS a trait à son principe, c'est de pouvoir tracer ces échantillons et de pouvoir gérer les workflows de routine. C'est vraiment ce qui fait la caractéristique des LIMS. L'accent est mis en général sur la qualité. Les LIMS sont très utilisés dans la pharma, par exemple, et sont validés et vont permettre de pouvoir garantir la qualité des processus d'analyse. Et une autre caractéristique importante des LIMS, c'est la customisation et l'intégration dans l'écosystème IT et d'instruments pour pouvoir coller au plus près justement du workflow de routine du laboratoire. Et donc, ces caractéristiques induisent du coup des contraintes liées à ces caractéristiques. On entend beaucoup des difficultés d'utilisation puisque les LIMS sont très rigides. On a beaucoup d'opérationnels qui se plaignent de l'utilisation des LIMS. Aussi parce que beaucoup de LIMS, les principaux LIMS aujourd'hui sont des solutions qui ont été développées il y a quelques temps maintenant, qui ne sont pas forcément les plus modernes. On entend aussi beaucoup parler de rigidité, que ce soit dans l'utilisation, comme je viens de le citer, mais également dans l'évolution d'un LIMS. C'est compliqué souvent à faire évoluer puisque c'est très customisé. Et lié à ça, le temps d'implémentation. Si certains parmi vous ont déjà implémenté un LIMS, on compte en général une année en moyenne, voire plus. Donc, ce sont des contraintes qui sont liées à ces caractéristiques, comme je le disais. Donc, voilà pour résumer un petit peu comment se positionnent les LIMS, que sont les LIMS, quelles sont ces caractéristiques. Le LN, eh bien, c'est un petit peu l'opposé. En fait, le LN, la cible des ELN, donc je rappelle Electronic Lab Notebook, le cahier de laboratoire électronique, est plutôt un outil qui a été développé, comme j'indiquais en préambule, pour la R&D, pour la paillasse. Et donc, la cible des cahiers de laboratoire électronique, c'est plutôt la recherche fondamentale, la recherche applicative, l'exploratoire, en gros. Ça remplace le cahier papier. On attend d'un ELN qui puisse permettre d'explorer, d'aller vers, de tenter quelque chose, de tenter une autre chose et d'avoir cette flexibilité. Et donc, la cible, c'est vraiment le développement de produits et de technologies liées à l'exploratoire. Et donc, le principe des cahiers de laboratoire électronique, c'est là où le LIMS, c'est plutôt le suivi de l'échantillon, l'ELN va plutôt être sur le suivi du projet, des projets de recherche, et va devoir permettre de gérer un workflow de recherche. Et donc, si on devait résumer un cahier de laboratoire électronique en quelques points, bien évidemment, là aussi, c'est un schéma, c'est en gros la mise en place de plans d'expérience, le suivi de ces expériences,
la gestion des ressources qui sont liées à ces expériences. Donc là, on va parler des produits utilisés, des équipements aussi parfois maintenant, et une mise en place de tableaux de bord et de rapports sur ces projets de recherche, sur ces expériences. Et donc, les caractéristiques qui découlent de ces principes sont un ELN doit permettre de facilement collaborer sur des projets, doit être facile à utiliser et surtout doit offrir une flexibilité, une grande flexibilité et une agilité, puisqu'en recherche, on va être amené à bosser sur différents projets en même temps. On doit pouvoir changer rapidement de mode de fonctionnement si l'activité le demande, etc. Et donc, il y a également des contraintes qui sont liées à ces caractéristiques. Pour le coup, ça va être le suivi de la qualité de la traçabilité, qui n'est pas le but premier de l'ELN. Et donc, parfois, dans l'ELN, on va manquer de traçabilité, on va manquer de processus qualité. Et également, le manque d'intégration. Là encore, ce n'est pas le but premier de l'ELN. Et donc, souvent, l'ELN est un peu de son côté au sein du laboratoire et peut parfois ne pas être assez intégré. Donc voilà pour les grands schémas des LIMS et des ELN, les grandes différences, mais on va également retrouver, bien sûr, une transversalité et une complémentarité entre ces deux outils. Alors, les petits rappels sur les différences que je viens d'indiquer. On a compris que ce ne sont pas les mêmes utilisateurs, pas les mêmes départements qui sont initialement visés. Ils sont bâtis sur des philosophies différentes, ils répondent à des besoins différents et les attentes métiers également sont différentes de la part des utilisateurs, mais également des grandes similitudes très importantes. C'est que ces deux outils, finalement, ils permettent quand même de gérer les informations, les données, le workflow de l'entreprise. Et donc, ils doivent tous les deux garantir ce que je présentais en introduction. Ils doivent garantir l'efficacité, la collaboration, la qualité et la pérennité de l'activité. C'est leur grand point commun. Et donc, comme ils ont ce point commun, il y a évidemment des imbrications très fortes et très importantes entre ces deux outils. Ces deux outils doivent permettre notamment de mettre en lien les données de recherche et de production d'une entreprise. Et c'est là où le bât blesse d'avoir parfois deux solutions indépendantes et qui ne communiquent pas forcément. Et donc doivent de fait garantir le transfert des technologies entre la recherche et la production. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe également des solutions hybrides. Donc il existe deux grands types de solutions hybrides. En tout cas, c'est comme façon de les décrire. Il y a d'une part les LIMS ELN. Ce sont en fait des LIMS qui vont intégrer un module de cahier de laboratoire électronique, un module ELN au sein du LIMS. L'avantage d'avoir ce type d'outil, c'est que, on va profiter de ces features ELN dans un LIMS et on va avoir les features LIMS, donc la gestion du workflow de routine, la gestion des ressources et l'analyse, qui vont être très complètes. Mais l'inconvénient, c'est qu'en général, évidemment, l'ELN est beaucoup plus limité et très souvent, cette ELN, ce cahier de laboratoire, est destiné aux analystes et non à la R&D. Et donc, très souvent, ces outils sont très peu adaptés à la R&D. D'autre part, on retrouve une des contraintes du LIMS dans ce type d'outil, qui est une intégration beaucoup plus lourde, moins aisée, beaucoup plus longue, et donc qui prend plus de temps et évidemment plus d'argent. Et le deuxième type de solution, vous l'aviez peut-être deviné, ce sont les ELN LIMS. Et donc ça, c'est des solutions qui sont assez nouvelles, assez modernes, qu'on retrouve depuis assez récemment, donc qui sont, vous l'avez compris, des ELN dans lesquels on a intégré des features LIMS. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir tous les outils, toute la flexibilité de l'ELN, avec en plus des fonctionnalités qu'on va retrouver dans le LIMS, la gestion des échantillons, des lots, des instruments, des analyses, etc. Et donc, on va avoir du coup la facilité d'intégration, une implémentation rapide, des outils qui sont en général beaucoup moins chers, de l'ELN, tout en profitant des features LIMS. Les inconvénients, évidemment, c'est qu'on va avoir en général des features LIMS plus limitées. Et donc, ces outils ne sont en général pas forcément adaptés à un laboratoire de contrôle qualité. Donc, voilà en gros comment on pourrait schématiser ces solutions hybrides. Donc, maintenant que la théorie est posée, je vous propose de passer à la pratique, à des cas plus concrets. Et donc, je vais laisser la parole à Benjamin qui va nous parler des enjeux et des cas concrets. Merci Vincent. Alors du coup, il y a un élément du coup qui revient à chaque fois dans l'ensemble des slides que l'on a pu voir, c'est des problématiques qui tournent toujours autour de la data.
Mais cette data a des enjeux et des contextes toujours très variés. Alors que ça adresse des sujets organisationnels, par exemple le suivi d'avancement de projet, du temps passé par personne par projet, des sujets autour de la qualité, de la traçabilité, quel produit a été utilisé par qui, quand, comment, pourquoi, dans quel contexte, des suivis de déviation par exemple. Ensuite, on va avoir des sujets d'efficacité autour de la data, retrouver rapidement des jeux d'expérience qui seraient pertinents par rapport à un nouveau contexte opérationnel ou de recherche, de pouvoir retrouver des données brutes également rapidement, de lancer des projets d'automatisation. On a des enjeux également réglementaires, de propriété intellectuelle, donc pouvoir se conformer, se protéger, sécuriser également ces données. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais on a encore la partie de faciliter également le tech transfert, comme l'a évoqué Vincent. C'est extrêmement important de pouvoir passer de l'idée au produit commercialisable. Et quand je dis produit commercialisable, du coup, il y a plein d'enjeux qui peuvent être amenés derrière sur on en parlera un peu plus tard, mais sur des propriétés même du produit en termes de viscosité ou autres qui peuvent limiter les capacités de production. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir des échanges très forts entre la partie production et les parties R&D pour driver au mieux certains critères, on va dire, de recherche, et accéder bien sûr aux nouvelles technologies. On entend beaucoup parler de ChatGPT en ce moment, mais en fait l'IA existe depuis pas mal d'années. Elle est souvent très développée sur certains types d'algorithmes. En revanche, elle perd énormément de temps aujourd'hui de dynamique sur la capacité à profiter du capital data structuré, intègre et facilement accessible. Globalement, un projet de data science aujourd'hui, ça prend allez, on va dire une moyenne de 6 mois. Et 80% du temps, c'est des problématiques de récupération, de nettoyage et de structuration de la donnée. Là où seulement 20% va être vraiment passé sur des problématiques de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, il y a un énorme enjeu également autour des ressources, justement, data scientists, où les organisations qui ont énormément mis d'accent dessus reviennent un petit peu sur les fondations, on va dire, de la structuration des données pour permettre d'être efficace sur des sujets d'analyse d'information. Donc, globalement, pourquoi j'évoque tout ça, c'est que c'est la même donnée, finalement, elle va avoir vocation à être utilisée dans différents aspects de l'organisation, côté recherche, développement, bien entendu, aussi managérial, aussi sur la partie qualité, réglementaire, comme on l'a évoqué. Et malheureusement, ce qu'on a pu constater avec le temps, c'est que bon, dans beaucoup de cas, les organisations se sont digitalisées petit à petit, département par département, ce qui a créé comme un peu un réseau satellitaire de différentes solutions qui doivent idéalement communiquer entre eux, ce qui est malheureusement peu le cas ou pas de manière efficace ou à des coûts très, très importants de mise en place d'interco et de maintenance des échanges. Et souvent, ça se résulte en la présence de plusieurs documents, enfin, redondants, des doublons qui vont être faits sur différents serveurs, différents services, et qui amènent à des questionnements derrière de quelle est la bonne version à jour. En fait, il n'y a pas une bonne version, il y a plusieurs bonnes versions, parce que chacun a pu la mettre éventuellement à jour de son côté. Et en fait, quand on arrive sur ces sujets de doublons, ce qui est sûr, c'est que c'est une source d'ennui à court moyen terme, mais qui est quelque chose de latent. Donc ça, c'est pour voilà, reposer un peu les bases du sujet de la data, qui est l'essence même, bien entendu, de l'information qui va pouvoir être partagée ensuite entre différents collaborateurs. Et pour la petite info assez récente aussi, donc elle date de la fin de l'année 2022, il y a la FDA qui a lancé un plan de modernisation, donc le Act 2.0, qui a pour enjeu de favoriser, de lancer un minimum d'initiatives autour de l'augmentation du partage des données, de la transparence, d'intégrer des biomarqueurs digitaux dans des essais cliniques pour les sujets, bien sûr, de recherche qui y sont attachés, de lancer davantage d'alternatives sur l'usage, de limiter les usages d'animaux sur les phases précliniques, donc par exemple l'usage de l'in silico, améliorer la sécurité de la supply chain, développer de nouvelles thérapies et promouvoir de nouvelles techniques de fabrication. Ça, c'est la FDA, mais en fait, en Europe, il y a également des initiatives, des discussions en cours qui vont amener davantage de réglementation, qui vont amener davantage de besoins de certification, d'authenticité des données, qui vont également lancer de nouveaux enjeux et contraintes réglementaires pour les organisations. Donc, avant de démarrer, ce que je vous propose derrière, c'est qu'on va prendre 3 cas pratiques qui parlent de différents stades de maturité de digitalisation, de méthodes de réflexion de la digitalisation. Et avant ça, de vous proposer de faire un autre petit sondage. Alors, je vous laisse, voilà, merci pour le lancement.
qui parle de vous, votre approche autour de ces sujets digitaux. Qu'est-ce qui vous lancerait ou qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'implémentation de solutions telles que les LIMS ou les LLM? Donc, entre les couvertures fonctionnelles, le temps d'implémentation, les coûts, bien entendu, les facilités d'usage, l'adaptabilité à vos méthodologies métiers, les interopérabilités avec la suite Office et d'autres systèmes, la liberté de votre hébergement. On parle beaucoup de sujets autour de la gouvernance et souveraineté des données et les enjeux de conformité réglementaire. Je ne sais pas si c'est OK de votre côté, si tout le monde a eu le temps de répondre. Alors du coup, ce qui leur sort, donc la facilité d'usage en premier lieu, très important effectivement. Ensuite, du coup, les trois premiers classements, adaptabilité et couverture fonctionnelle. C'est extrêmement intéressant du coup, je rebondis sur la partie adaptabilité et transversalité scientifique. Nous, dans les projets que l'on a connaissance actuellement, il y a de plus en plus d'ouverture aussi d'esprit autour des sujets de pouvoir fédérer des équipes pluridisciplinaires, pas que au sein d'une même organisation, mais éventuellement entre deux organisations ou un consortium dans lequel il y aura des experts autour de la physique, d'autres de la biophysique, d'autres des physiciens, d'autres des biologistes et d'autres des chimistes, et d'avoir un système qui permet justement de fédérer toutes ces différentes équipes, différentes expertises autour d'un même projet est extrêmement important, et c'est des enjeux qui vont également se développer, à mon sens. Alors, pour aller sur du cas concret, on a proposé 3 scénarios. Le premier, alors, je vais passer la slide. Si ça veut bien, voilà. On était sur les enjeux, voilà. Donc là, le premier cas qu'on a mis en exergue, donc c'est, on démarre notre projet de recherche, une startup, avec sans ELN, donc on va être sur du SharePoint, sur du papier, sur les prises de notes, vous savez, sur la bench, sur la petite, avec le petit Sharpie qui va bien. Qui est moins compatible à long terme avec l'éthanol. Et donc, l'idée, c'est que les travaux de projet de recherche se mènent super bien. On arrive sur la sélection de différents produits et candidats qui vont rentrer en phase de développement. Et là, un gros écueil, le problème, c'est qu'on rentre sur des problématiques spécifiques au développement qui peuvent être des problèmes d'ordre technique. J'évoquais un peu plus tôt des problèmes de viscosité qui vont être incompatibles avec des standards de fabrication et donc vont nécessiter des grosses adaptations, des enjeux très importants en termes de financiers, ou de plus simplement de revisiter peut-être les formulations initiales, des problèmes de compatibilité avec les systèmes de filtration, donc du coating ou des surcharges de filtres, de non-compatibilité avec de certaines matières, donc on va devoir retester avec du téflon par exemple. Et dans ces cas de figure, du coup, on a des retours sur les travaux de recherche qui sont un peu compliqués parce que du coup, rien n'est consigné facilement accessible. On revient sur du papier qu'il va falloir ressortir des archives éventuellement et refeuilleter, dans lesquels on ne retrouve pas toujours d'ailleurs l'information sur des lots utilisés, etc., des temps d'incubation par exemple. Et on en arrive avec la littérature nous a montré que dans 50% les 50% des chercheurs ont déjà eu des problématiques de reproduire la donnée qu'eux-mêmes avaient générée expérimentalement. Donc, on voit qu'il y a des forts enjeux en termes de perte d'efficacité, ce qui est très dommage dans ces écosystèmes. Et donc, ça génère de la frustration, des doutes et des impacts clairement sur la tenue des projets, des budgets qui sont pénalisés directement. Alors, on va quand même être sur un schéma positif où, à la fin, dans ce cas présent, les chercheurs arrivent quand même à reformuler quelque chose qui convient bien et finissent par repartir sur du développement et donc la validation d'un nouveau produit. Malgré tout, il y a un impact humain et financier qui est extrêmement important dans ces cas de figure. On a un autre exemple que l'on a proposé de vous intégrer, dans lequel on a réfléchi initialement à intégrer une solution de laboratoire électronique. Donc, comme les cas précédents, on a pu lancer des projets de recherche-développement qui sont bien passés. On rentre en phase de développement qui se passe bien également. Et puis, dans le meilleur des cas, on arrive à lancer une unité pilote. Et dans ce cas présent, on a de nouveaux enjeux, comme on a pu évoquer un peu plus tôt, d'ordre réglementaire, fabrication, compliance avec la partie GMP, où il faut s'assurer de la traçabilité complète de fabrication, que chaque étape ait bien été respectée, qu'il y ait bien une validation par la qualité sur différentes étapes de fabrication.
Et donc là, on est sur d'autres enjeux stratégiques, organisationnels, bien entendu. Et en fait, au moment où on passe sur une étape où on va valoriser tout le travail précédemment effectué, les investissements de R&D, lourds investissements de R&D qui vont tirer profit, en fait, on se retrouve à d'autres problématiques qui vont venir pénaliser cette étape-là, où il va falloir mettre en place un système d'information dédié à la production. Et dans ces cas de figure, en fait, ça peut engendrer de fortes tensions en interne, puisque du coup, on va avoir besoin d'implémenter rapidement une solution de type du coup LIMS dédiée, souvent ce qu'on observe dans ces cas de figure. Et dans le pire des cas, ce qu'on a pu voir, c'est que des fois, ces solutions LIMS ont même pris le pas sur la partie R&D. Alors ça, je déconseille fortement d'aller jusque-là. Dans le pire des cas, on peut retrouver de la R&D qui se retrouve contrainte avec les pratiques de production en termes de qualité. Et bien entendu, comme on a pu le voir et a été évoqué un peu plus tôt avec Vincent, les personnes n'ont pas les mêmes enjeux. Ça nous semble, en tout cas chez nous, irraisonnable de demander à la qualité d'appliquer les mêmes pratiques à la recherche et au développement. Le développement a besoin de fortes conditions stringentes dans son écosystème opérabilité. Là où la partie recherche et développement a beaucoup plus de flexibilité, bien que l'ensemble ait besoin de traçabilité au même niveau. Donc, on est sur des sujets potentiellement très compliqués à gérer. Et donc, pour faire court sur ces deux cas de figure, on se retrouve dans les deux cas de figure à des problèmes techniques, managériaux et financiers avec beaucoup de pertes de temps. Et ça, on en revient un peu à la thématique du premier livre blanc qu'on avait publié, je crois, en 2021, où on parle de comment aborder les projets de digitalisation dans les structures. Idéalement, bien sûr, c'est d'essayer de faire ça, de prendre un peu de temps au démarrage. S'il faut y passer 1, 2 ou 3 mois, éventuellement en étant accompagné, tant mieux. Ça va permettre, dans l'idée de vous donner un scope complet de quel est votre schéma idéal de digitalisation à court, moyen et long terme. Et en faisant ce petit effort, je dirais, au démarrage, ça va vous assurer de prendre les bonnes décisions et les meilleurs outils en fonction de votre stratégie de développement pour vous accompagner sur du plus ou moins long terme et de vous assurer que vous n'aurez pas d'écueils techniques et managériaux, on va dire, sur vos prochaines phases de développement. Et voilà, donc sur cette partie-là, et on va finir sur un schéma, on va dire, le cas idéal dans lequel on a pu mettre en place une solution évolutive qui va permettre de couvrir les besoins depuis la partie R&D, donc les travaux de recherche, où on passe par la sélection du produit qui rentre ensuite en phase de développement. On a la capacité de le formuler. Les tech transferts a la capacité de venir interroger les travaux de recherche soit directement via la base de données, à savoir avec les droits spécifiques, bien entendu, pour retrouver des informations qui avaient pu être générées au niveau R&D, si besoin est, qui lui permettent de savoir qui a travaillé sur le sujet, donc potentiellement de le solliciter, bien entendu. On est aussi sur des cercles vertueux à plus ou moins long terme, puisqu'une fois qu'on met en place ce système-là, le tech transfert va pouvoir être aussi sollicité par la partie R&D, en disant on a un nouveau projet qui se lance, on sait qu'il y a de forts potentiels, on aimerait aussi vous le challenger, idéalement pour nous prévenir qu'il faut qu'on… Alors, c'est des sujets un peu plus quality by design, mais qui sont extrêmement importants, qui vont permettre de donner quelques critères à la partie R&D, de l'orienter sur, il faut par exemple que la solution ne soit pas plus visqueuse que telle valeur, etc., pour s'assurer qu'elle soit commercialisable, en tout cas valorisable, sans aller forcément sur le sujet de commercialisation, du mieux possible pour un bien sociétal par la suite. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller sur une solution également informatique et logicielle qui simplifie l'ensemble du système d'information, qui limite les besoins de maintenance entre une synoptique, donc un étalement de différentes solutions logicielles qui permettra à chaque acteur de pouvoir opérer librement dans l'écosystème et les droits qui lui auront été accordés dans le sujet. Et voilà, donc du coup, on est sur un système qui permet de fédérer les équipes au sens large. Donc, c'est l'approche que l'on a abordée depuis la genèse de l'ABI, donc qui date de 2014, lorsqu'on a démarré l'outil au sein d'une structure de recherche et développement qui aujourd'hui est en phase de mettre au point, de valider un médicament sur le marché nord-américain. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu construire avec le temps, d'abord sur la partie R&D, et ensuite on a intégré des sujets petit à petit sur des problématiques de production. Et aujourd'hui, la même solution peut couvrir l'ensemble des besoins depuis les phases très early stage, développement, découverte, et ensuite production, pilot scale par exemple, et en assurant un maximum de simplicité au niveau holistique via la valorisation des feuilles de temps, crédit d'impôt recherche, etc.
Merci beaucoup, Je laisse Benjamin. Vincent pour le... Je vous en Merci, prie. merci pour cet éclaircissement. C'était très, très riche et très clair. Donc, vous l'avez compris, le choix de l'IMSS, de l'ELN va dépendre évidemment de votre activité. Est-ce que vous êtes en 100% exploratoire? Est-ce que vous avez des workflows plus routiniers à suivre, des workflows d'analyse? Est-ce que vous avez un petit peu les deux? Et donc, en fonction, vous allez pouvoir vous orienter vers l'une ou l'autre des solutions ou des solutions hybrides. Donc nous, hein, pour rappel, Rythme, on accompagne les structures de recherche et d'analyse dans leur digitalisation. Et donc, on peut vous accompagner là-dessus, évidemment. Ça fait partie de nos cœurs de métier. Donc, vous voyez à l'écran notre méthodologie d'accompagnement. L'idée, en fait, c'est que si vous êtes intéressé et si vous avez un projet de digitalisation, on puisse faire une qualification de vos besoins via un premier rendez-vous de 45 minutes dans lequel on va comprendre ce que vous souhaitez digitaliser, quels sont vos workflows, quelles sont vos ressources que vous souhaitez gérer, voilà, quel est le périmètre de vos digitalisations. Puis ensuite, on va revenir vers vous avec une proposition qui nous paraît adaptée, avec un outil qui nous paraît adapté. On va pouvoir vous recommander l'outil qui nous paraît le plus adapté en fonction de votre activité. Et puis ensuite, on va pouvoir vous accompagner eh bien, tout au long de l'intégration, vraiment de la création d'un potentiel cahier des charges jusqu'au déploiement et la formation sur l'outil qu'on vous aura proposé avec tous les éléments entre ces deux parties. Et puis derrière, bien entendu, le suivi et le support, puisque ce type d'outil et doit évoluer, puisque votre activité évolue avec le temps, elle n'est pas figée. Et donc, un des gros challenges de ces outils, c'est aussi de pouvoir s'adapter à l'évolution de vos activités. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez pu y trouver des informations intéressantes. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Et puis, si ce n'est pas entièrement le cas, eh bien, on vous écoute maintenant pour vos questions. Et puis, on va se faire un plaisir d'y répondre avec Benjamin. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, laissez-moi retourner sur le fil. OK. Alors, Damien Leclerc demande quel avantage d'avoir une solution hybride? Eh bien, comme je l'indiquais dans mon introduction, puisque le LN est concentré sur des activités exploratoires et que l'IMS est concentré sur des activités plutôt routinières, eh bien dans les cas, et c'est aujourd'hui beaucoup de cas, dans les cas où l'activité de votre entreprise de votre laboratoire va être amené à avoir une partie exploratoire et une partie plus routinière, eh bien, ces solutions hybrides permettent de gérer ces deux parties. Et comme j'indiquais également, avoir une solution hybride permet de mettre en lien la recherche et la production et de pouvoir casser les silos entre ces deux grands types d'activités. Et donc, comme le disait Benjamin, fédérer l'ensemble des utilisateurs autour d'un outil, autour d'un projet, éviter beaucoup de pertes de données et valoriser son activité. Donc, je ne sais pas si Benjamin, tu as un complément. Oui, je vais donner juste un exemple autour de quelque chose de très concret, par exemple la gestion des stocks. Donc, on va avoir des produits qui vont être commandés par l'entreprise et gérés au sein d'un stock d'entreprise qui, l'idéal, c'est que ça puisse être utilisé par l'ensemble de ces acteurs. On ne va pas ne pas avoir à recréer 3 fois ou 2 gestions de stock différentes, un pour la R&D, un pour la production. Idéalement, c'est d'avoir un système de gestion des stocks qui va pouvoir s'adresser aux deux écosystèmes avec leurs problématiques propres, bien entendu, puisque la partie production pourra être limitée à utiliser que des produits validés par la contrôle qualité, par exemple, là où la partie R&D pourra avoir une attitude d'usage beaucoup plus large. Mais c'est extrêmement important, à notre sens, encore une fois, aujourd'hui, d'être sur une dynamique de cercle vertueux où l'usage des produits depuis la R&D jusqu'à la production peut permettre de retrouver l'ensemble des informations autour d'un produit donné ou de certains excipients, par exemple, et lancer derrière des sujets du coup je dirais d'avenir, mais c'est déjà aujourd'hui le cas, hein, des sujets d'analyse de données où on peut regarder sur des paramètres physico-chimiques, les comportements qu'ont eu différents produits en fonction de la présence d'autres éléments, et que ça serve finalement à l'ensemble de l'organisation et plus seulement à des environnements silotés. Merci pour ce complément, Benjamin. Alors, une autre question, ces solutions hybrides ne sont-elles pas trop compliquées et trop longues à implémenter? Alors, la réponse est non. Alors, bien évidemment, en fonction de votre activité, du nombre de personnes, du nombre de workflows, du périmètre de la digitalisation,
l'implémentation va être plus ou moins longue, hein. Ça reste des outils qui sont très structurants et donc on ne va pas se mentir, il faut regarder la vérité en face. Dans certains cas, implémenter correctement un outil, ça demande un petit peu de temps, quelques semaines, quelques mois. Maintenant, les solutions hybrides sont pour la plupart, alors j'en présentais plusieurs types de solutions hybrides, mais il y a beaucoup de ces solutions qui sont des solutions modernes et donc qui, en termes d'infrastructure IT, en termes de configuration, sont relativement simples. Et donc finalement, ce n'est pas le fait qu'une solution soit hybride ou plus complète qui va faire qu'elle est plus longue à implémenter, c'est souvent la technologie et l'éditeur, hein, la réactivité de l'éditeur qui est derrière, qui va pouvoir jouer sur le temps d'implémentation. Donc on a des cas où on a implanté des solutions hybrides très rapidement. Je pourrais compléter Oui. également sur ce point-là où on a deux expériences assez récentes. Une où il y a un très grand compte qui avait signé pour une grosse solution historique. Et au bout de 2 ans, finalement, l'ensemble du projet a été abandonné parce que trop compliqué. Et en fait, une solution telle que l'ABI a permis d'arriver sur une solution beaucoup plus facile et rapide à mettre en place, beaucoup moins onéreuse également, pour un besoin qui reste avec des ordres des enjeux aussi importants, parce que c'est la même entreprise. Donc, c'est des approches différentes qui se veulent plus ou moins pragmatiques, plus ou moins nouvelles, ou en fonction, qu'il faut adapter en fonction des besoins et de choisir la bonne solution dimensionnée par rapport à votre activité, votre stratégie. Merci Benjamin. On a une nouvelle question qui est est-ce simple de faire évoluer ce type d'outil? Alors, excellente question et qui est capitale parce qu'au-delà de l'intégration réussie d'une solution, l'enjeu d'après, c'est l'évolution et la pérennité de cet outil. Alors, la réponse est oui et non, ça dépend complètement des outils. Il y a des outils qui aujourd'hui qui sont très compliqués à faire évoluer de par leur technologie, de par l'inertie de l'éditeur, de par de multiples facteurs, parfois de par l'inertie du laboratoire utilisateur, hein, les différences de besoins entre les différents utilisateurs. Mais globalement, la contrainte numéro 1, c'est effectivement la solution et l'éditeur. Aujourd'hui, nous, Rythme, en tant qu'intégrateur, lorsqu'on sélectionne des outils, un des critères principaux est la flexibilité, l'agilité de la solution et de l'éditeur à pouvoir faire évoluer l'outil, puisqu'on sait que c'est un des enjeux principaux. Donc, dans certains cas, oui, l'outil, c'est simple de faire évoluer des outils. Dans certains cas, on a des solutions d'éditeurs qui sont à l'écoute des évolutions, qui peuvent même faire parfois du sur-mesure, de la customisation, au moins la customisation. Et donc, dans certains cas, c'est bien possible. Je ne sais pas, Benjamin, si tu as… Ce que je pourrais témoigner, en tout cas dans notre cas de figure, c'est qu'on est extrêmement à l'écoute de nos… En fait, notre roadmap est drivé par nos clients et prospects. Aujourd'hui, on a une solution très complète, mais il est régulier de revoir des demandes d'amélioration, d'évolution de l'outil. Ça, c'est normal et c'est heureusement, je dirais. Et nous, clairement, en fait, on repose sur l'écosystème, non seulement pour nous aider à définir les plus grandes priorités de développement de l'outil, mais aussi pour nous challenger. Donc, on va, dans nos partenaires, on fait énormément des échanges de besoins, de qualification des besoins. On va, par exemple, challenger des mock-ups pour s'assurer que la direction que l'on va prendre pour le développement d'un nouveau module répondra de manière la plus large possible à l'ensemble de notre communauté d'utilisateurs. Ça, c'est un élément, je pense, qui est important justement dans la capacité d'adaptation et d'évolution, puisqu'on va limiter un maximum les développements à façon. L'idée, c'est d'enrichir la solution pour l'ensemble des acteurs qui vont profiter justement des idées des uns et des autres. Et ce qui nous permet d'avoir une infrastructure la plus homogène possible et donc de garder cette capacité de faire évoluer l'outil dans le temps. Peut-être je peux enchaîner sur la deuxième question Oui. autour des exemples d'interfaçage. Effectivement, c'est un point pose la question, important. Justin. On a une question. Avez-vous des exemples d'interfaçage avec le parc analytique? Oui, Ouais. Donc, je proposais de répondre sur le sujet. Donc, sur les exemples d'interfaçage, alors c'est un point important d'en parler au tout début, d'ailleurs, sur les enjeux autour des gains d'efficacité. La partie automatisation, quand on a des process assez redondants, ça devient très intéressant justement de mettre en place des interconnexions avec du parc équipement analytique. Donc, on a, exemple, pu mettre en place des interfaçages avec la suite Empower de chez Waters, qui permet de récupérer automatiquement les données une fois signées de type Chromato, GPC, HPLC, RMN, par exemple. Dans d'autres cas de figure, et quoi qu'il en soit, ça c'est une notion aussi importante qui peut vous aiguiller dans le choix.
il est primordial, je dirais aujourd'hui, d'opter pour des solutions qui proposent une infrastructure avec des API REST. Alors, API, c'est une terminologie pour Application Programming Interface. Vous imaginez que c'est comme s'il y avait des câbles qui sortaient de votre serveur, des connecteurs, qui n'attendent plus que les connecteurs externes pour échanger de l'information de manière structurée. Et ça, soit vous pouvez reposer sur les équipes informatiques pour mettre en place cela, des équipes que nous, de notre côté, ou des équipes avec rythme, etc. Ou alors, en interne, si vous avez les compétences, nous, on a des clients qui, eux, de leur côté, ont mis en place ces interconnexions de manière complètement autonome. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on a encore une question. Nous avons l'habitude d'utiliser la suite Office qui est limitée pour le travail d'équipe. Concrètement, comment ces outils permettent la collaboration? Alors, je vous rassure déjà, vous n'êtes pas le seul à utiliser suite Office, c'est encore largement utilisé. Et donc, alors, suivant les outils, il est plus ou moins facile d'intégrer, de passer de la suite Office à une solution métier. Donc, je vais plutôt laisser la main à Benjamin pour parler de leur solution sur cette réponse, puisque, encore une fois, ça dépend des outils. Benjamin, je te laisse répondre. Donc, dans notre cas de figure, c'est vrai qu'on avait observé ce besoin et cette habitude que l'on a finalement d'utiliser la suite Office, Microsoft, donc Word, Excel, etc. En fait, nous, on a fait le choix d'intégrer la suite Office directement dans l'ABI. Donc, votre cahier de laboratoire numérique sera enregistré sous format, par exemple, DocX. Et donc, cela ne changera absolument rien dans vos pratiques actuelles. Vous pourrez consigner vos données de la même manière, profiter de l'ensemble des fonctionnalités que vous avez aujourd'hui, d'intégrer des tableaux, des images dans vos documents, tout en créant vos propres modèles basés sur ces éléments-là. C'est pour nous aussi un gage d'efficacité dans la conduite du changement, dans l'intégration de solutions numériques, puisqu'en fait, ça va vous éviter le besoin de restructurer des documents internes, des process, des documents qualité, etc., sous un format spécifique d'un éditeur. En fait, vous allez, avec la solution d'Habit, du moins, vous pouvez préserver vos documents, vos protocoles, l'ensemble de vos documentations existantes. Et nous, on va simplement l'intégrer et mettre en place du coup des systèmes qui vont permettre d'assurer l'ensemble de la traçabilité. Donc, encore une fois, ça permet d'aller très, très vite comparativement à certaines solutions sur la mise en place d'une infra et de la digitalisation pour le laboratoire à ces différents objets. Merci, Benjamin. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas. OK. Plus de questions, j'ai l'impression. Eh bien, merci à tous. Un grand merci, Benjamin, pour nous avoir partagé ton expérience. Merci à tous les participants de ce webinaire. Donc, on est à votre disposition, comme je vous le présentais à la fin de ce webinaire, pour réaliser une qualification de vos besoins et vous orienter, vous conseiller sur le meilleur outil à intégrer. N'hésitez pas à vous contacter. Vous avez voilà, mon contact qui apparaît là à l'écran, et puis on vous enverra de toute façon un email de remerciement dans lequel vous aurez nos coordonnées. Merci à tous, excellente journée, très bon appétit, et puis à très bientôt. Merci à tous, bonne journée.